Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match, ce soir les Canadiens qui visitent les Oilers à Edmonton. Vous voyez avec moi mon compatriote de l'Ouest. Oui, on est des Habs, nous autres, on est des compatriotes dans la partisanerie du Canadien de Montréal. JD, comment il va? Ça va bien, puis avant que quelqu'un me demande, là, c'est pas les Maple Leafs de Toronto, là, OK? Ouais, je m'en allais quasiment te le demander. J'avais comme peur, là. J'avais comme un petit malaise. Ben, la dernière fois, je l'ai porté en ondes comme ça. Il y en a du monde qui me demandait prends-tu pour les Leafs? Là? Non, propriété des Leafs de Penticton. C'est un peu le même logo. Bon, on va revenir sur les deux derniers matchs du Canadien de Montréal. Le match contre les Jets, une défaite de 8-4, mais sérieusement, un match qui me... C'est bizarre, 8-4, parce que, tu sais, 4-0, passe à 4-3, 4-4 début de 2, puis là, après ça, tu as eu le deuxième match en 2 temps. Montembeault qui a été gardé devant le net après son 4e but sur 6 lancés seulement. J'étais surpris qu'il le garde là, même si, pour de vrai, je ne trouvais pas qu'il était à blâmer pour les 4 premiers buts. Je vais avoir des impressions sur le premier match contre les Jets avant de switcher à lui contre les Flames de Calgary. Bon, faut se l'avouer, là, ça a été un match qui ne passera pas à l'histoire. Je veux dire, 4 buts sans réplique, 4 buts sans réplique, puis 4 buts sans réplique. C'est rare, tu vois ça, hein? À un moment donné, où la défense? Moi, ce qui m'a déçu le plus dans ce match-là, c'est qu'il a fallu un gars comme Chris Weidman pour aller venger Jake Evans. Fait que... Mais Go Oilers! Go Oilers! Go Oilers! La femme Maintenant, ça va prendre une marche plus ouais, c'est vrai, la faute des Oilers à soir. On prend une marche plus longtemps qu'elle pense, finalement, je pense. Moi, ce qui m'a déçu le plus, c'est la vengeance c'est la vengeance là, de Weidman. Je suis content pour que Weidman l'ait fait, mais j'ai vraiment pas aimé le geste là, de Scheifele qui a pompé la foule. Là. Écoute, t'es 6 pieds 2, 210 livres. Tu viens de te battre contre un gars de 5 pieds 10, 180 livres, puis qui n'est pas un bagarreur. Non. Là, arrête le showboat au moins. Là. À tout le moins, arrête. Mais j'ai aimé ça que Anderson l'a remarqué. Fait qu'Anderson, lui, il va aller le voir là, le 6 avril, je pense qu'il se rencontre encore. Là. Il l'a dit, hein? Ah ouais. Mais crois-tu que c'était dans le... Parce que c'est bizarre, cette bagarre-là, parce que beaucoup ont dit, OK, il s'est pris à Weidman. J'avais l'impression que c'était plus sur le moment que... Tu sais, parce que Weidman n'était pas là l'année passée en série. Donc... C'est Weidman qui s'en est pris. Avez-vous vu les commentaires de Weidman, après? C'est quoi qu'il a dit, lui? Il a dit, tu sais, dis-moi, l'année prochaine, je ne sais pas s'il va falloir que je paye pour jouer au hockey. Ah ouais. T'sais, en voulant dire, écoute, moi, je suis à cette étape-là de ma carrière. Il se bat pour sa job aussi. Mais je pense que c'était un beau geste pour l'équipe. Je pense que ça a été apprécié par les autres gars aussi. Ça fait que, ouais, je suis un peu d'accord avec toi que je suis un peu déçu que ça soit lui qu'il a fallu qu'il y aille puis qu'on a attendu si tard dans le match. Alors que Scheifele avait déjà compté des buts puis il avait déjà fait son petit show. Mais bon, au moins, ça a été fait. Puis, je pense que le reste... mais c'est pas fini, là. Josh Anderson... Non, c'est sûr qu'on a vu après coup qu'est-ce qui a été dit. Je n'ai pas compris pourquoi Pezzetta n'était pas dans l'alignement. Je pense que de un, Scheifele ne serait pas allé avec Pezzetta. Au niveau de... dans la hiérarchie du hockey, je pense mais que... ça le rend au moins inconfortable, Elie. Moi, je trouve. Ça émet moins confortable. Tu sais, comme c'est là, moi, je trouvais Scheifele, il se promenait partout, il y a une coupe de buts, tu sais, puis pareil comme si rien n'était. Si Pezzetta aurait été là, il aurait été en arrière. Tu sais, tu le mets sur la glace une coupe de fois. Tu dis Pezzetta, puis moi, je te relance. Si n'importe qui d'autre dans l'équipe serait allé le brasser un peu, puis je dis pas de jeter les gants, mais juste de le frapper dès que tu peux, tu sais, le reste de l'équipe ne l'a pas rendu inconfortable, tu sais, puis je pense pas que c'est un Pezzetta qui peut régler ces genres de problèmes-là. Quand on s'en prend ton coéquipier, puis ça vient de l'année passée, Pezzetta n'était pas là dans l'alignement, lui non plus. Je pense que, en tout cas, selon moi, ça montre une lacune de leadership aussi, ou une lacune de ce type de leadership-là, parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Hein? On ne peut pas demander à Suzuki de faire ça. T'sais. Non. Si tu avais Weber puis si tu avais Edmondson dans l'alignement, si c'était le même alignement ou si Corey Perry était là cette année,
Ces trois-là, ils seraient allés. Mais Chariot était là, tu sais. Mais Chariot, il essaie de se faire échanger. Je comprends, hein, mais tu sais. Il s'est cassé une main en se battant. Je comprends ça aussi, mais tu sais, ça reste qu'on avait d'autres gars pour ne pas nécessairement se battre, mais aller le brasser. Tu sais, Chariot n'a pas à se battre, mais il peut faire semblant qu'il veut se battre aussi. Tu sais. Mais j'ai pas vu ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'autre équipe en a profité pour exploser à l'attaque, puis il a fallu une remontée spectaculaire, puis sans dit long sur le match-là, sur le guts des gars, mais Chris, tu sais, quand même. Ce match-là, c'est joué vraiment en unité spéciale. Le Canadien en 6, puis eux autres, on a marqué 3, là, on va se dire comme ça. On va revenir sur l'autre match d'après, contre les Flames de Calgary. Écoute. Quel match? Je regardais jouer Nick Suzuki, puis j'étais bandé, esti. On va le dire comme ça. On va pas le cacher. Sérieusement, là, c'était le meilleur match que j'ai vu jouer de Nick Suzuki dans la Ligue nationale de hockey depuis que je regarde le Canadien de Montréal. C'était hallucinant. Le nombre de jeux qu'il a tués en zone neutre, le nombre de jeux qui étaient en backup, quasiment à côté du goaler pour aller chercher la rondelle, le nombre de fois qu'il était en attaque. Les gars, les défenseurs arrivaient pour sortir, ils arrivaient par en arrière, pognent la puck, faisaient des jeux, Écoute, il était partout sur la glace, pas loin de 23 minutes de jeu dans ce match-là. C'était... Écoute, je regardais ce gars-là jouer, j'ai dit, si ce gars-là, dans 2 ans, il est comme ça régulier, on a notre premier centre, là, on n'a plus besoin de se poser de questions. Là. Canadien qui perdait 3-1. Des questions? Tu sais, le monde il disait, bon, un premier centre de 60, 65 points, 70. Mais il fait tout de bien sur la glace. Puis même un Cole Caulfield, quand le Canadien a pris les devants 4-3 avec 2 minutes à jouer, qui était sur la glace? Cole Caulfield avec Suzuki, là. T'aurais-tu vu Caulfield avant sa glace avec 2 minutes à jouer? C'est rare, là. Tu sais, les boys, j'en ai parlé au début de l'année de la transition lente du leadership puis de la charge de poids que va tirer certains chevaux. Tu sais. On a demandé, tu sais, c'est arrivé trop vite que ça soit le tour à Suzuki et Caulfield de prendre de tirer le chariot, tu sais, en début d'année, alors qu'on se rappelle, pendant les séries l'année passée, tu sais, les vétérans étaient encore là pour le faire. Mais là, je pense que tranquillement, je ne sais pas si c'est Saint-Louis ou c'est le nombre de matchs ou c'est le fait d'être passé par des bas. Là, je pense que les kids sont en train de tranquillement prendre la charge du chariot, puis sans nécessairement avoir trop de pression sur les épaules, en s'amusant. Je pense que c'est parfait. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est le futur du Canadien qui est en train de prendre l'expérience à vue d'œil. Puis tu as bien fait de souligner la performance de Suzuki parce que quel match, quel joueur, puis encore une fois, on voit des belles choses. Là. C'était tout un match de hockey. Là. Pour le monde qui aime le spectacle, c'était vraiment fun. Ben, c'est ce qu'on demandait depuis le début de l'année qu'on n'avait pas. On disait, OK, c'est beau, c'est correct, perdre. Mais donnez-nous de quoi écouter, donnez-nous du fun. Donnez-nous de l'espoir. Ouais, je sais pas ce que tu en penses, Jelly, de ce match-là. Écoute, Hoffman aussi, un but 3 passes. Là, Saint-Louis qui l'a encensé aussi après le match. Surtout sa game défensive. Petit message à François Gagnon. Je ne sais pas s'il visait François Gagnon, là, mais en tout cas, qui disait qu'il n'était pas un joueur de hockey, qu'il n'avait pas de QI hockey, puis qu'il ne savait pas jouer au hockey quasiment. C'est à peu près les propos qu'il avait dit. JD, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là contre une victoire en prolongation du Canadien 5-4? Je pense que, honnêtement, je pense que Mike Hoffman, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose de lui. Puis c'est peut-être le joueur qui m'a le plus surpris depuis le début de la saison. À tous les matchs, presque. Surtout du côté défensif. Je m'attendais, tu sais, le gars, il a un bon tir, il va aller sur le power play, mais ses replis défensifs, là, il revient dans le fond de la zone régulièrement, il brise des jeux dans la zone défensive régulièrement, plus qu'un Jonathan Drouin, même, je dirais, puis j'aime beaucoup Jonathan. Ouais. Puis, c'est son aspect défensif, mais aussi sa créativité. C'est un gars qui aime transporter la rondelle en zone adverse. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus qu'il soit un gars qui va aller se placer en position pour avoir un tir. Puis, d'après moi, il est plus complet que ce à quoi je m'attendais. Puis, il a joué tout un match. Puis, je trouve ça dommage que les journalistes ne focusent pas là-dessus. Tout ce qu'on a entendu parler en fin de match, c'est Suzuki. Ouais, il y avait très peu. Là, je ne parle pas de Saint-Louis, là, mais je parle le lendemain, là, quand tu lisais ça dans les colonnes. Tout ce que tu lisais, c'est le match de Suzuki, mais Hoffman, il était là-dedans aussi. Puis, pour ce qui est de Suzuki, oubliez pas, j'ai parlé de Drouin, mais Jonathan l'avait comparé
à sa première saison, à un mini Patrice Bergeron. Si Suzuki réussit à prendre les mises au jeu, puis avoir beaucoup de succès dans les mises au jeu, il est pas loin de ça ne 50. sera plus un mini Patrice Bergeron, ça va être un Patrice Bergeron ou un Nick Suzuki qui est comme Patrice Bergeron. Ouais. Il est tellement bon, il est comme ça, c'est ce style de joueur. Ce n'est pas les gars flashés qui vont mettre 100 points par saison comme McDavid, mais c'est des gars plus complets qui peuvent être jouer en défensive aussi. Un gars comme Crosby est comme ça aussi, il est meilleur en défensive. C'est des gars qui veulent s'améliorer à tous les matchs. Puis un gars comme Suzuki, je veux dire, c'est notre centre numéro 1. Puis je m'en fous, moi, que le monde pense que c'est un gars de 60 points. Je pense que s'il joue dans une équipe plus complète, il va faire plus de points que ça. Ah, il est rendu à 49,1% des mises en jeu, puis il est à 44 au début de la saison. Là. L'autre fois, je pense que pendant le dernier match, il montrait que dans ses 15 derniers matchs, il était au-dessus de 55%. Il avait fait une crise de remontée là, pour les mises en jeu. Mais je pense que c'est un des gars qui s'améliore constamment. Tu vois que chaque chiffre, il apprend quelque chose. Puis, tu sais, ça a l'air con à dire, mais c'est vraiment une infime portion des joueurs qui ont cette qualité-là. Puis c'est pour ça qu'on s'emballe peut-être avec Nick Suzuki, peut-être aussi parce qu'on n'a pas eu de centre depuis longtemps, puis on n'a plus grand-chose à s'accrocher à côté jeunesse. Mais ça reste que les faits sont là. Les faits sont là, tout le monde qui en parle. Quand tu regardes sa fiche, quand tu regardes comment il a traversé la période creuse du Canadien, ce joueur-là s'améliore constamment, puis je vois pas comment il pourrait régresser à court terme. T'sais. Non, puis son contrat, tu le regardes, puis tu ris aujourd'hui. Là. Tu te dis, waouh, il gagne encore 800 000 cette année. Il commence 7,8 pour 8 ans. Quand tu le vois évoluer cette année, là, tu te dis, OK, on va l'avoir à son prime à 7,8 millions pour le restant jusqu'à 31 ans. Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Fait que c'est comme un bon dossier qui a été réglé par Bergevin. J'ai aimé le tweet de l'autre jour qui disait de quelqu'un qui a lâché tous vos joueurs favoris, c'est des joueurs de l'ère Bergevin. C'est vrai. C'est vrai. Josh Anderson. Qu'est-ce que tu peux dire de Josh Anderson? Tu peux rien dire de lui. Tu sais, là, il connaît une saison. Moi, je comprends pas qu'il fait partie des échanges présentement. Puis la seule raison pourquoi il est là, c'est que son prix doit être exorbitant. Tu le mets sur le menu, là tu le mets là, à un esti de prix de fou. Là. Mais tu le mets pareil. Mais tout le reste est. Moi, t'appelles, j'ai fait ouais, Josh Anderson. Moi, j'appelle, moi, il me répond. Moi, j'appelle le téléphone. Non, moi, j'écoute. Non, je fais semblant d'écouter. Ben non, t'écoutes. Tu dis, ouais. Puis là, t'espères qu'il y a une surenchère. Puis là, t'espères qu'à un moment donné, il y a une offre que tu fasses. Non, il n'y a pas d'offre qui peut faire qui va te remplacer un power. Il faut que tu aies un power forward en retour. Fait que l'équipe qui va vouloir venir le chercher, c'est à cause qu'ils vont avoir besoin d'un power forward. Donc, il n'y a personne qui n'a pas de prix, Gilles. Là, si tu vas ramasser, mettons, tu ramasses le choix de première ronde. Tu n'as aucune garantie. Non, je parle pas de ça. Là. Moi, je parle, si on offre des joueurs établis, plus des choix. Là, mais regarde, c'est hypothétique. Là. Vous le savez à quel point je l'aime, ce joueur-là. Je fais juste dire que personne n'a de prix, puis il ne faut pas qu'on raccroche au nez aux gens qui nous appellent en espérant justement faire monter sa valeur, même si on ne le vend pas. Mais tout ça pour dire que Josh Callis, man, c'est encore quelle performance qu'il a donnée. Ce gars-là, quand il est hot, je veux dire, il y a tout. Il y a le pace, puis il y a le physique, puis il y a quand même des skills, Chris. On peut pas y enlever. But, là, quand il a coupé au net, top corner par-dessus l'épaule. Je comprends pas pourquoi il y a du monde qui chiale contre son contrat à 5,5 millions. Ben là, oublie ça. Il n'y a rien de mal avec ce contrat-là. Il n'y a rien de mal avec ce contrat-là. Je veux dire, le gars peut tout faire sur la patinoire. Il est bon défensivement, il backcheck en défensive. Il n'est pas pire défensivement. Il te fait pas mal défensivement. C'est ça. C'est un 7 mais offensivement, puis défendre ses coéquipiers, puis des mises en échec, puis un leader, tu le vois, tu l'entends parler, puis après ça, il va l'appliquer. C'est pas un faiseur de trouble, c'est un gars c'est un professionnel partout sur et hors patinoire aussi. Tu sais, avec le money, là, puis des joueurs comme ça, là, surtout des power forwards qui patinent. Ce gars-là, c'est un des plus rapides de l'équipe. Là, je vais avoir un flashback de vieux monsieur. Là, puis c'est certain qu'il y a c'est la version 2022, là, mais il me fait penser beaucoup à un joueur qu'on a déjà eu, que j'aimais beaucoup.
Pas John Leclerc. Ouais, moi, Ben, je John pense à Leclerc, lui. ça pourrait, mais il n'est pas aussi. John Il n'y a Leclerc pas le n'était coup de pas patin de physique. Leclerc, non, c'est ça. T'sais. Mais moi, je parle, puis il n'y a pas le patin, c'est version 2022, mais un joueur qui était capable de compléter des trios tout en donnant des coups d'épaule. Moi, j'ai adoré Shane Carson. Là. Il me fait penser à lui en meilleur. Là. Il y a bien plus d'upside offensif. Mais Non, Shane c'est une bonne Carson était capable. comparaison. Ouais. Shane Carson était capable de marquer 20 buts pareil. Puis c'était un gars qui défendait ses coéquipiers. Puis on l'avait vu quand on le mettait avec Koivu à l'époque, ça fitait bien. C'est le genre de prototype que, il y en a de moins en moins. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Là, ça se compte ses doigts d'une main. Ça fait que c'est certain Il y a que. Lou qui dit Keith Primo. Ça aussi, c'est. Ouais. Ben, J'aime c'est un pas peu Primo à cause que Primo patinait dans la menace. Non, mais ajoute le coup de patin d'Anderson, c'était un peu le même style de joueur. Primo mettait ça top corner, il frappait, il complétait bien des trios. Là. Anderson, c'est pas une pièce maîtresse d'un trio, mais à côté d'un Suzuki et d'un Caulfield, il tombe une pièce maîtresse du trio. Il vient pas au boulet, là. Au contraire. Non, alors Au contraire, c'est ça le shine de ce genre de joueur-là, qui est capable de s'adapter à tous les trios et à toutes les vitesses de trio aussi. T'sais. Non, en tout cas, moi, regarde, je l'adore, puis c'est certain que je ne veux pas qu'il parte. Mais on est dans une étape où on ne sait pas. Il y a des points d'interrogation, puis je ne serais pas complètement surpris s'il était changé. Est-ce que je peux emmener un sujet? Oui, vas-y. Je peux emmener un sujet? Oui. OK. Yannick et moi, on a parlé un petit peu avant d'entrer en onde, là, mais Holy Ulevy a été mis au ballottage, a été soumis au ballottage par les Panthers de la Floride. On sait que Vincent Lecavalier, il a regardé les 2 derniers matchs des Panthers. Moi, je me demande s'il n'y a pas d'anguille sous roche. On sait que les Panthers sont une des 3 équipes les plus intéressées en Ben Sherratt. Moi, personnellement, Ulevy, je le prendrais. Il était le 5e choix au total en 2017 devant un grand espoir. Là. Oui, devant Sergachev. Sergachev était 9e. Ce gars-là, OK, il ne s'est pas développé, mais il a juste 23 ans. Le Canadien a pris Sami Niku puis Cale Clegg au ballottage. Ce gars-là est meilleur que ces deux-là. Donc, c'est un gars de 6 pieds 2, un gars qui patine bien. C'est un puck moving defenseman, comme ils disent en anglais. Il bouge bien la rondelle, mais il n'a pas atteint son apogée encore. On a Ben Sherratt qui va probablement être échangé. Brett Kulak puis Chris Wideman, il y a de grosses chances qu'ils soient échangés eux autres aussi. Puis ces gars-là, ça va être pour des choix repêchage. Ouais. Donc, le nombre de contrats ne sera pas un problème. Pourquoi pas prendre une chance avec ce gars-là? Mais là, avec le Cavalier qui est aussi en Floride, s'ils vont chercher Ben Sherratt, là, ça peut tourner en un échange qui est plus intéressant. Le move de le mettre au ballottage est peut-être en fonction de faire un échange. Parce que s'il passe le ballottage, tu peux l'envoyer à Laval. Là, tu peux l'envoyer à Laval en attendant de faire tes autres trades. Ça peut être un move. Il y a beaucoup d'équipes qui font des moves comme ça. Ils le mettent au ballottage, ils clear, parfait. Je peux l'envoyer à Laval. Gardez un œil sur la Floride. Puis il y a un nom que tu as mentionné quand on a parlé avant le show aussi, Owen Tippett, qui est un choix de premier tour, 10e au total des Panthers de la Floride. Un gars qui a du grit, un gars qui c'est pas un petit bonhomme. Là. Owen Tippett, là, c'est quand même... là, je vais checker vite fait. Je pense qu'il est 6 pieds 2. 6 pieds 1, 216 livres. Un choix de première ronde de 2017. Il y avait 14 points cette année avec les Panthers. Il a été retourné, lui, ici, dans la Ligue américaine. Il y avait un contrat de 2 volets. Encore son contrat recru. Avec ça, là, le Cavalier est en Floride. Il n'est pas allé voir leur club ferme. Okay? Ouais, donc, le Cavalier est en Floride. Il y a quelqu'un dans l'alignement en Floride. Puis j'ai regardé leur alignement les 2 derniers matchs. Il y a un jeune centre de 23 ans, Eetu Luostarinen, qui était dans l'alignement. C'est un centre de 6 pieds 3. Une coupe de 100 livres. Puis c'est un bon centre, là, un peu comme Suzuki, là, il est bon dans les 2 sens de la patinoire. Mais lui non plus, il n'a pas trouvé son apogée encore dans la Ligue nationale. C'est seulement sa 2e saison. Ça a été un choix de 2e tour des Hurricanes de la Caroline il y a une couple d'années. Donc, attendez-vous là, qu'il va y avoir de quoi, il va y avoir un échange plus gros qui va se produire, d'après moi. Puis, je n'avais pas pensé à ça. Yannick, je trouve que ton idée est très bonne, là, que ça pourrait être pour l'envoyer. S'il passe au ballottage, ça pourrait être pour l'envoyer à Laval aussi. Oui, en attendant de faire de la place. Mais d'après moi, il ne passera pas au ballottage. Non. Il ne passera pas au ballottage. D'après moi, Montréal, il faudrait qu'il le réclame s'ils veulent. Je sais que tu n'es pas un grand fan de Clague. Moi, au début, quand tu parlais contre Clague, j'étais comme mais je trouve qu'il ne joue pas si mal que ça. Les 2 derniers matchs, je me suis dit, JD avait raison. Moi, j'aime mieux Schoenemann. Si tu me donnes le choix, là, moi aussi. Je trouve que Schoenemann est beaucoup plus. Clague risque beaucoup trop
comparé à sa game en défensive. On l'a vu. C'est des revirements. Fois, il fait des revirements sa prise de décision. Tu sais, quand Saint-Louis parle, vous pouvez guesser des jeux, guesser des choses. Lui, des fois, il guesse tellement en retard que tu te dis, mon Dieu Seigneur. Un autre que je veux parler, puis sérieusement, là, ça commence vraiment à ressembler à Paul Byron, mais quasiment x10. Là. Rem Pitlick, là, sérieusement, comment ce gars-là a pu se ramasser au balotage? Puis je fais pas l'éloge de ce gars-là parce qu'il est avec les Canadiens de Montréal. Mais regardez-le jouer. Le gars, il est tout le temps en face des joueurs. Il skate, il a un coup de patin. C'est un des plus rapides du Canadien, comme Paul Byron était dans le temps. Puis il est fait tough, là. Il mange des coups d'épaule, puis il s'arlève, puis il skate, puis il a un bon coup de patin. Il a des bonnes mains. JD a fait un article déjà sur lui en le mentionnant aussi qui ressemblait beaucoup à Paul Byron, un gros balotage, mais on signe ce gars-là. Là. On peut pas laisser. Tu signes ce gars-là un contrat de 3 ans à 4 millions. Il va te dire oui demain matin. Là. Vous en pensez quoi, vous autres? Qu'est-ce que tu en penses, Élie? Moi, je pense que c'est genre un conte de fées. Là. Le gars qui arrive au bon moment, au bon endroit, qui semble être la clé manquante. Pas clé manquante, mais vous l'avez bien dit, la référence à Byron, pas nécessairement à cause de son coup de patin et au fait qu'il est capable d'amener des buts. C'est vraiment, comment dire, la stabilité du secondary scoring. Là. C'est qu'on est capable d'avoir des gars de soutien qui sont capables d'amener des buts fréquemment. On doit l'avouer. Là, on score des buts dernièrement, ça, on ne peut pas dire le contraire. Puis, non, c'est un gars qui moi, en tout cas, je trouve à date, il mériterait d'avoir un contrat, mais c'est certain qu'on va voir ce qui va se passer avec la suite des choses. Il va y avoir d'autres trous qui vont se créer. Il va-tu se faire une place plus facilement ou on va-tu avoir des nouveaux qui vont arriver? On ne le sait pas pour l'instant. Mais c'est certain que j'aime la comparaison à Paul Byron qui, disons-le, nous a donné de fiers services pendant très longtemps. C'est un gars qui, malheureusement... c'est pas sa blessure à Byron, hein, ils l'ont pas dit. Non, mais tu vois que ça commence, il commence à vieillir là, parce que les blessures par-dessus blessures, je ne suis pas sûr que ça aide sa qualité première qui était sa rapidité. Quand tu as de la misère à revenir au jeu de même pendant longtemps, c'est certain que ça va te prendre du temps avant de revenir à ton pic. Je pense qu'il est en train, malheureusement, de se faire prendre la place par quelqu'un qui ressemble beaucoup, qui a dû prendre la place de quelqu'un à l'époque. Mais Pitlick, à date, je l'aime beaucoup, puis j'espère qu'on le garde. Mais comme je te dis, la saison est longue. Tu sais, Stan Hilaire qui dit Pitlick a des yeux comme des 2 piastres quand il parle de Saint-Louis. Tu sais, là, c'est con à dire, mais un coach comme Martin Saint-Louis, j'ai un petit peu. Mon tambour, on a parlé hier aussi en entrevue, en antichambre, puis il disait que Saint-Louis était tout un communicateur qui venait voir chaque joueur parce que Saint-Louis l'avait expliqué qu'il voulait apprendre à connaître tous les joueurs. Tu sais, quand il explique dans son entrevue à RDS, il dit je ne coach pas le Canadien, je coach 20 individus. Il dit il faut que j'apprenne à connaître chaque individu. Tu sais, une manière de dire il y en a qu'il faut que tu leur tapes dans le dos pour que ça aille mieux, puis il y en a qu'il faut que tu lèves le ton pour que ça aille mieux. Chaque individu est différent. C'est pas évident là, d'en arrière d'un banc. Surtout de nos jours. Il y en a que ça leur prend une tape dans le dos, d'autres un coup de pied dans le cul. Ouais. On va l'être même. Moi, j'ai essayé d'être poli là, pour une fois. Non, j'ai dit, mais ben, la repris. Qu'est-ce que t'en penses? Le gars qui était bandé, Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses de Rem Pitlick? Sérieusement, moi, il m'impressionne. Là. Je le check jouer d'un trio qui est défensif. Puis après ça, on va switch avec Evans dans la même portée parce que lui, là, j'ai pitié pour lui quasiment. Là. Ça me fait chier tellement là, avec des commotions puis tout. Là. Vas-y, JD. J'ai fait un tweet qui est venu viral. Là, vraiment, j'ai pris les 3 petits canards de Donald Duck, là, les 3 neveux de Donald Duck, puis j'ai mis Rem, Rhett, puis Tyler Pitlick sur leur truc. Mais les Canadiens, ces gars-là leur appartiennent. Rem Pitlick qui joue présentement, mais Tyler se rejoint à l'organisation. Il est sur la liste des blessés présentement, qu'on a eu dans l'échange de Toffoli à Calgary. Ouais. Mais aussi, on a les droits sur Rhett Pitlick, le plus jeune, un jeune de 21 ans, qui en est à sa première saison dans la NCAA. C'est un petit défenseur de 5 pieds 9, mais qui patine excessivement rapidement. Et aussi, il a 17 points à 25 matchs là, dans la NCAA comme recrue. Non? C'est-tu des cousins ou... Rem et Rhett de la NCAA sont des frères. Tyler, c'est un cousin. OK.
Ouais. La même famille. Tyler, il va être agent libre sans sans restriction en fin de saison. Fait qu'on ne sait pas ce qui va se produire avec lui. Là. Mais Rem et Rhett, faut garder ces deux-là. Ben, je veux dire, Rhett, il y a encore du temps. Là. Il reste une couple d'années dans NCAA. Mais Rem, il faut le signer. Je suis d'accord avec toi. Puis, j'adore la comparaison avec Paul Byron, évidemment. J'avais écrit là-dessus. Puis, les deux sont d'Ottawa en passant. Donc, je suis content moi, quand je vois des histoires comme ça. Ouais, c'est cool. Vite fait, Jake Evans. Benoît Brunet s'en est pris à lui violemment. Je vais dire ça comme ça, parce qu'il dit qu'il va falloir qu'il apprenne à jouer la tête haute. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. C'est vrai que dans le centre de la glace, souvent, il y a la tête basse, mais en même temps, comment tu peux éviter des coups qui sont portés à la tête? Puis je ne veux même pas défendre Evans, je vais défendre en général tous les coups à la tête. Tant que la Ligue nationale de hockey n'aura pas un règlement qui est clair, comme la NFL, tu frappes la tête, c'est automatiquement un exemple, 2 minutes ou un 5 minutes. Si tu frappes la tête, tu es automatiquement suspendu un match. Si tu frappes 2 fois la tête, ben c'est 3 matchs. Que ce soit accidentel ou pas, tu dois mettre des règles claires pour que le joueur qui arrive pour frapper un autre, qui voit qu'il est en position un peu plus vulnérable, la tête un peu plus basse, ben qu'il l'évite, qu'il arrête, qu'il break, qu'il prenne son hockey pour l'arrêter, qu'il trouve une autre manière qu'à d'essayer de le frapper avec l'épaule. Ben, c'est vrai qu'il y a des gars de 6 pieds 3 et un gars de 5 pieds 10. C'est ça. C'est exactement là-dessus que je vais t'amener. Mettons qu'un gars de 6 pieds 6, puis là, on va exagérer pour l'exemple. Un gars de 6 pieds 6 frappe un gars de 5 et 10. OK? Le point d'impact, OK, est son épaule. Il frappe l'épaule du gars qui est à peu près à hauteur de son coude. Ben, la tête va cogner sur l'épaule du plus grand. Donc, contact avec la tête. Donc, c'est ça le danger de mettre ce ruse-là, selon moi. Parce que là, tu viens de rendre quasiment illégal toutes les mises en échec par les gros gars. Dans NFL, tu as les linebacks de 6 pieds 2 puis tu en as d'autres de 6 pieds 8. Puis c'est bizarre, si lui de 6 pieds 8 pogne l'autre de 6 pieds 2 à la tête, t'es suspendu. Oui, mais dans NFL, le contact... C'est pas le même genre de contact. Ouais, c'est ça, tu as le droit de le frapper n'importe où. Au hockey, c'est vraiment le contact, c'est épaule à épaule. Tu n'as pas le droit de frapper le gars dans les jambes et de le tacler. T'sais. Non. Puis Evans, t'en penses quoi? C'est Colin. C'est dommage. J'espère que... Je pense que ça sera pas long sa carrière, là, on va se le dire. On va pas se le cacher. C'est plate, je trouve ça... Choix 7e ronde qui perçait, puis on va se rendre à l'évidence que lui, il est à 1 ou 2 commotions encore d'être fini. Là. Sans pauvre lui, là, mais c'est ça. Là. Ben, regarde, je veux pas jinxer rien. Je veux pas parler. Je veux dire, chaque individu est différent. C'est beaucoup de commotions en pas longtemps. Je pense que c'est important pour n'importe qui. Vas-y. Ce qui est important, c'est qu'ils apprennent. Parce que on disait ça de Patrice Bergeron il y a un bout de temps. On disait ça de Sidney Crosby il y a un bout de temps parce qu'ils ont eu plusieurs commotions en un peu de temps, ces gars-là. Puis ils sont revenus plus forts qu'avant. C'est certains qui ont fait des ajustements dans leur jeu. Il va falloir que Jake fasse ça aussi. Sinon, je n'ai pas vu un coup à la tête dans le dernier match là, qui vraiment là, m'aurait dit OK, là, lui, il va sortir du match avec ça. On a vu le coup qu'il y a eu, mais c'était pas tellement violent. Mais c'était l'accumulation Moi, ce qui me fait peur, c'est que peut-être qu'il n'était pas complètement guéri quand il est revenu. Moi, peut-être qu'il est revenu trop vite. Fait qu'à un moment donné, il va falloir prendre ça mollo un peu pour protéger le joueur aussi. Mais ça, c'est autant sur le joueur que c'est sur l'organisation parce que j'en ai eu des commotions cérébrales. Moi, ils m'ont enlevé de la glace. Ça faisait 9 commotions sérieuses que j'ai eues. J'avais 45 ans quand j'ai eu ma dernière commotion, puis il a fallu que j'arrête de jouer au hockey. Sinon, j'aurais pu tourner un légume. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu prennes ça au sérieux. Il faut que tu arrêtes, puis tu prennes le temps de guérir, puis après ça, retourner. Mais ces joueurs-là veulent jouer au hockey. Ouais. C'est de l'argent pour eux autres. Oui, mais regarde, la saison cette année est finie, là. Reste chez vous le reste de l'année, prends ton été au complet, puis reviens au camp bien mindé. L'effet de voir la game d'en haut, l'effet de comprendre un peu les affaires, peut-être que ça va l'aider à mieux gérer les situations du centre de la glace. Parce que la première fois que tu es frappé à la tête contre les Flames, tu l'as vu shaker à la tête. Puis tu l'as vu, puis il a comme fait, bon, l'autre fois, ça valait à l'épaule, par exemple. Là, tu l'as vu qu'il se tenait l'épaule un peu. Fait que c'est peut-être pas la tête, c'est peut-être l'épaule. Un coup de bâton en face aussi? Ouais, il a reçu tout de suite après.
Mais une Pour commotion lui, cérébrale, c'est pas nécessairement un coup à la tête, attention. Là. Une commotion Non, cérébrale, c'est ça. là, c'est la motion qu'on dit en anglais, là. Ce Le que mouvement. la tête fait, le mouvement de la tête, puis le cerveau qui frappe les parois. Là. Ouais. Fait que ça peut être un whiplash dans un accident automobile, là, quand tu vas comme ça, sans frapper à la tête nécessairement, tu peux avoir une commotion cérébrale, surtout si tu en as eu dans le passé. Donc, pour Jake, c'est peut-être ça aussi, le coup à l'épaule. Là, quand il s'est tenu l'épaule, c'était assez fort que la tête il a fait ça. Tu sais. Ouais, ça ressemblait à ça. J'espère de tout cœur que c'est juste sur l'épaule. C'est con à dire, c'est rare, tu vas dire ça d'un joueur. Je sais pas qu'il va être blessé à l'épaule qui est plus grave. Ben, plus grave, non, là. Tu sais, si on regarde des conséquences long. à long terme, plus long. Ben, tu sais, ça se commotion, fixe mais mieux, là, tu sais. ouais, c'est ça, exactement. Puis ce trio-là faisait une bonne job avec Pitlick qui était à côté de lui, puis qui jouait avec eux autres? J'ai un blanc. Prédiction pour ce soir, les boys, sur le chat, Guy Langevin, 4-2 Habs, Mojo Horizon, 3-2 Montréal, Stan Hilaire, 5-4 pour le Canadien. Je vais laisser JD dire sa prédiction. Donc, JD, ta prédiction pour le match de ce soir? Je l'ai mis sur le chat, c'est pour ça qu'il dit ça. ouais, c'est le score, j'ai resté. C'est Mike Smith contre Samuel Montembeault. Les deux ont une moyenne de pourcentage d'efficacité sous la barre respectable des 900. Les deux ont une moyenne de buts alloués de plus de 3,5. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de buts, d'après moi, surtout avec l'offensive des Oilers. Tu fais face à McDavid puis Draisaitl direct là, mais ils ont plus que ça. Evander Kane est en feu depuis qu'il est arrivé là. Ouais. Et tu as encore Hyman qui est là, puis tu as plusieurs bons joueurs là-dessus. Mais le Canadien joue mieux qu'il jouait dans le passé, puis il marque plus de buts. Puis malgré que la défensive des Oilers est meilleure que celle du Canadien, le gardien va faire une différence, ou il n'en fera peut-être pas, je veux dire. Donc, j'ai dit 7-5 Canadiens. 7-5 Canadiens. Man, ça, c'est le genre de game qu'on va rester jusqu'à la fin, c'est sûr que ça finit 7-5. Élie? Ben écoute, j'espère que ça va être 7-5. C'est sûr que je m'attends moi aussi à un match offensif, mais à chaque fois qu'on pense ça avec les Oilers, c'est arrivé des snooze-fesses. Puis que ça a été difficile de compter des buts. Ça fait que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Je pense pas que ça soit 7-5. Moi, je pense plus que ça va être un 3-2 en espérant que ça soit le Canadien, mais j'ai un mauvais feeling. Fait que donc, je ne dirais pas c'est qui va gagner ce soir, mais vous aurez compris entre les lignes. Edmonton, c'est les Leafs de l'Ouest. Comme ça, Lou. C'est bizarre, hein, mais ça fait penser un peu à ça, les Leafs qui ont une fiche un petit peu supérieure. Pas trop ça fort, là. Il y a la blonde à JD à côté. Mais... Ouais, mais elle go Oilers all the way. Mais les Oilers. J'ai mes écouteurs, je ne vous entends pas. Ah non, c'est correct. C'est correct. Mais c'est une belle équipe à avoir joué quand même, les Oilers. Bon, il essaie de se reprendre. Attends pas qu'elle dit. Non, mais donne-leur un gardien, puis on ne parlerait pas de la même équipe des Oilers d'Edmonton. C'est ça l'affaire. Ça fait 2 ans qu'on dit ça. Ça fait 2 ans qu'ils font rien. C'est dur à comprendre un peu. Vous autres aussi regardent Sherratt en passant. Il y a tant que Carey Price revienne, peut-être? Peut-être. On ne sait même pas nous autres quand il va revenir. Imagine. Ils vont attendre peut-être longtemps. Ils vont passer Ils vont voir que l'attente est longue. Ouais, ils vont passer leur période de Coupe Stanley. Ils vont dire, Chris, on a attendu Price, mais il est jamais revenu. Donc, c'est tout pour nous. On se revoit demain soir. JD ne peut pas être là demain. On a Marco qui devrait être là demain. Marco va nous faire un petit tour avec nous autres, une petite demi-heure. Élie va être là aussi, bien sûr. Sylvain devrait être là. Je vais checker avec les boys. Là. Je vais faire ça ce soir. Ouais, je suis dernière minute, comme vous voyez. Même si j'ai pas mal de temps. Merci beaucoup, les boys, d'avoir été là. Merci à tout le monde sur le chat. Merci, JD. Merci. Bon match, puis bonne fin de semaine. Yes. Merci, Élie. Merci à toi, JD. Merci à tout le monde sur le chat, comme d'habitude. C'est vous autres qui faites le show. On vous souhaite un excellent match Canadien Oilers qui commence à l'instant. On se revoit demain soir, 18h30, hebdomadaire de hockey sans limite. Attention à vous autres, tout le monde. Bon match!